Ceci est un livre audio autogénéré par Google. La Renaissance. Chapitre 1. La danse macabre. On est aujourd'hui très démuni pour étudier les danses anciennes. Rarement représentées, désignées par des termes ambivalents et attestées le plus souvent dans des textes aussi convenus qu'imprécis, elles ont plus ou moins sombré dans l'oubli ou, telle la Carole médiévale, restent associées dans notre esprit à des situations romanesques plutôt que chorégraphiques. Seules nous sont parvenues les danses macabres quand les fresques où elles figurent ont échappé aux ravages du temps ou à la fureur destructrice. Certaines ont été sauvées par imprimerie et constituent l'un de ces tout premiers feuillets pour terpsichore dont peut disposer le lecteur. Publiée en 1485 à Paris, La danse macabre de Guyot Marchand est un in-folio qui contenait 10 feuillets dont le premier est manquant. 17 planches imprimées par xylographie illustrent un poème dans lequel le mort dialogue avec le vivant. Chaque gravure est un diptyque qui, dans un cadre architectural, arc en plein cintre outrepassé reposant sur un poste et réuni par une clé de voûte en pendentif et sur un fond agreste pelouse émaillé de touffes de fleurettes qui rappellent les tapisseries mille fleurs, présente 2 couples symétriques, formés chacun d'un mort et d'un vivant. Au total, 32 couples évoluent dans ce décor qui évoque celui d'un cloître. Rien d'étonnant à cela, puisque Guyot Marchand a élaboré son dessin d'après les fresques peintes en 1424 au Charnier des Innocents. C'était alors un lieu de promenade très prisé des Parisiens, parce qu'à l'entour du cimetière on pouvait flâner au milieu des étals de ferronnerie, et à certaines périodes de l'année écouter les prêches des moines franciscains. De fait, les danses macabres sont liées à une pédagogie diffusée par les ordres prêcheurs qui, sous la pression des événements, ont tenté de juguler la peur de la mort qui s'était emparée de la population. Il est vrai que les XIVe et XVe siècles constituent une période très troublée où les causes de décès sont fréquentes et multiples. Aux catastrophes naturelles s'ajoutent les famines et les mouvements sociaux qui en découlent, connus sous le nom de jacquerie. La guerre sévit de manière endémique. Celle de Cent Ans, 1337 à 1453, qui fait autant de victimes sur les champs de bataille que parmi les civils spoliés et affamés par les troupes et les grandes compagnies, et la guerre entre Armagnac et Bourguignon qui prend fin par le traité d'Arras en 1435. Mais la cause de mortalité la plus récurrente est la peste noire qui déferle sur la France à partir de 1348 avec plusieurs retours offensifs jusqu'à la fin du siècle. Le terme recouvre aussi bien la peste bubonique qui se propage par contact épidermique, que la peste pulmonaire dont le bacille infecte l'air. La collusion des 2 épidémies sème l'épouvante, en causant le décès du tiers de la population. Dès l'instant où les villes voient périr 1% de leurs habitants par jour, il devient matériellement impossible d'assurer à chaque défunt une cérémonie funéraire et une sépulture décente dans les délais accoutumés. Les cadavres gisent dans des lieux publics. Dans le meilleur des cas, on les entasse dans de vastes charniers. Puis encore, le mal est presque foudroyant. Entre l'apparition des premiers symptômes et le décès, il s'écoule 3 ou 4 jours au plus, selon la capacité de résistance du patient. Cette pathologie incurable frappe toutes les classes sociales. Jeunes et vieux, laïcs et prélats, citadins et ruraux quittent cette terre pour un au-delà qui les terrifie et alimente l'angoisse des survivants. Le Moyen Âge a longtemps cru que l'homme qui meurt serait jugé à l'heure du jugement dernier. Ce jugement collectif et différé n'avait pas de quoi alarmer. Mais peu à peu naît l'idée que chacun pourrait être jugé dès sa mort, pour ainsi dire en comparution immédiate. Cette croyance est officialisée en 1336 par le pape Benoît XII dans la Constitution Benedictus Deus. Nous définissons que selon l'ordination commune de Dieu, les âmes de ceux qui meurent dans le péché mortel descendent aux enfers aussitôt après leur mort. Et d'ajouter que les autres ont immédiatement la vision béatifique. Désormais, chaque mort a son importance quand bien même elle surviendrait au cours d'une guerre ou d'une épidémie. Aussi de nouvelles pratiques se mettent-elles en place. La sonnerie du glas qui fait participer toute la paroisse aux agonies, une liturgie propre à l'office des défunts qui suscite une création poétique et musicale, dies irae, vigile des morts, etc. L'offrande de messe aux intentions des défunts par lesquels les vivants intercèdent pour le salut de leurs âmes. Toute une théologie de la mort est enseignée par des prédicateurs soucieux de répondre aux préoccupations eschatologiques de leurs fidèles. Dominicains et franciscains, dans leurs sermons,
répandent l'idée d'une mort au singulier à laquelle chacun doit se préparer et qui concorde avec la croyance en un jugement individuel intervenant au moment du décès, elle-même liée à la possibilité d'une peine à temps, donc à l'existence du purgatoire. C'est dans ce contexte qu'apparaissent les danses macabres, les vraies, celles qui furent réellement dansées pour sensibiliser l'auditoire. Il s'agit d'une paraliturgie en application du sermon sur la mort prononcé par un prédicateur. Elles furent exécutées principalement dans des lieux de rencontre, places publiques, foires, aires de moulins ou de recueillement, parvis d'églises, cimetières, de préférence pour la fête des morts, le 2 novembre, en substitution de l'ancienne fête celtique de Samhain dont l'Église souhaitait éradiquer la pratique. Parfois on les organisait dans des occasions particulières, à l'initiative d'un prince ou d'une ville frappée par le deuil. Des acteurs costumés en squelettes ou en fantômes entraînaient les participants pris au hasard dans l'assistance pour leur faire le dernier pas. Car telle est la philosophie de la danse macabre, c'est le dernier pas qui coûte. Aussi doit-on s'y préparer, et en quelque sorte en répéter la chorégraphie. Ces danses donnèrent lieu à des débordements et dégénérèrent trop souvent en manifestations tapageuses, au point qu'elles furent condamnées par l'Église. Leur interdiction, dans les cimetières en particulier, opéra une mutation du thème. De chorégraphique, il devint d'iconographique, puis littéraire. C'est de cette évolution que témoigne l'œuvre de Guyot Marchand. Véritable bande dessinée qui dissocierait les vignettes des phylactères, elle repose sur l'usage métaphorique du mot danse, utilisé de façon polysémique en moyen français. La dure danse et la piteuse danse désignent des situations pénibles à vivre. La commune danse renvoie à un sort collectif auquel personne ne peut échapper. La mortelle danse est un euphémisme pour un carnage, un massacre. Mener la danse signifie entreprendre et dans son acception péjorative, manigancer, ourdir un piège. Cette expression est également synonyme de maltraiter, tourmenter, faire souffrir tant physiquement que moralement. Rien d'étonnant donc à ce que la danse, activité humaine à vocation ludique et pacifique, soit associée à la douleur de celui qui trépasse, c'est-à-dire qui passe au-delà. Les dessins de Guyot Marchand montrent une chaîne ouverte qui se dirige vers la gauche sans que l'on puisse identifier quelque chorégraphie connue. Les vivants traînent les pieds et auraient tendance à revenir en arrière, vers la droite. Les morts ou plutôt le mort, car c'est le même squelette plus ou moins personnalisé en fonction du vivant qui l'invite à danser, ont souvent les jambes levées, effectuant un sautillement inesthétique que l'on pourrait prendre pour une convulsion frénétique ou une contorsion de pantin disloqué. Le dernier pas. Le poème nous informe sur certaines techniques chorégraphiques du Moyen Âge. Dans les extraits ci-dessous, le mort dialogue avec un amateur de danse, le jeune écuyer, et un professionnel, le ménestrel. Il énumère ce qu'il convient de savoir pour être un bon danseur. D'abord les danses. Le pluriel induit une diversité d'exécutions qu'aucune école n'a encore codifiées. La seule danse mentionnée est la sauterelle ou saltarelle, danse sautée à 3 temps d'origine italienne très en vogue au XIVe siècle et qui appartient aux danses par le haut, réservées au peuple, ou comme l'indique l'auteur au saut et saute. Il faut également connaître la musique, les notes, et la pratique instrumentale. Le ménestrel joue de la vielle et corne la sauterelle, autrement dit use soit du cornet à bouquin soit de la cornemuse. Il faut se rappeler que très souvent les danses de société étaient exécutées sur une musique vocale dont le texte de la danse macabre rend assez bien compte, puisqu'il est composé de 8 teints en octosyllabes à rimes croisées puis inversées. Ces strophes s'apparentent à celles de la ballade, chanson écrite pour balaire, c'est-à-dire danser au bal, avant qu'elle ne soit structurée en poème à forme fixe par les rhétoriqueurs. Un mot revient en 2 occurrences, tour dans l'expression qui savait de danser les tours et un tour de danse. En aucun cas il ne s'agit de pirouette ou de mouvement giratoire. Le mot a valeur herméneutique. Il tente à suggérer l'agilité, l'adresse et la subtilité requises pour bien danseur et revêt un sens très proche de tour de cartes ou tour de magie, tout en révélant la pauvreté du vocabulaire chorégraphique à une époque où la danse ne se transmettant pas encore à l'écrit, les pas n'ont pas à être nommés. Le mort. Avancez-vous Jean escouilleurs qui savent de danser les tours, lance-portier, et escuyères, et oui vous finèrent nos jours, il n'est rien qui ne prenne court, dansez, et pensez de fuir, vous ne pouvez avoir secours, il n'est qui mort puisse fuir. L'escouilleur. Puis que mort me tient de c'est là, au moins que je puisse maudire à Dieu de Dieu,
adieu solace, adieu dame, plus ne puis rire, pensée de l'âme qui dit ailleurs, repos ne vous chaille plus tant du corps, que tous les yo remplir, tous faut mourir on ne essaie quand. Le mort. Une estrelle qui danse et note savait, et avait beau maintien pour faire ésuir sauce et sotte, qu'en dictée vous allons-nous bien, monstrez-vous faute puis que vous tient aux autres si, tour de danse, le contredire ny vaut rien, mestre doit monstrer sa science. Le ménestrel. De danser ainsi ne scure, certes tressé nouisi eux-mêmes mêle, car de mort n'est peine plus dure, Jamie soubs le banc ma vielle, plus ne cornerait sauterelle, d'autres danses mort mène retient, il me faut l'auber à elle, telle danse à qui au sœur n'en tient. Translation en français contemporain. Le mort. Avancez-vous gentil écuyer, qui savez de danser les tours, vous portiez lance et écu hier, aujourd'hui vous finirez vos jours. Il n'est rien qui ne suive son cours. Vous dansez et songez à fuir. Vous ne pouvez avoir secours, il n'est personne qui mort puisse fuir. L'écuyer. Puisque mort me tient en ces lacs du moins que je puisse un mot dire, adieu déduit, adieu soulasse adieu dame, je ne puis plus rire. Pensez à l'âme qui désire le repos. Que ne vous importe plus tant un corps qui tous les jours empire. Il faut tous mourir on ne sait quand. Le mort. Ménestrel qui savait les danses et les notes, et qui avait un beau maintien pour faire se réjouir sot et sotte, qu'en dites-vous? Allons-nous bien? Il faut montrer que je vous tiens aux autres. Un tour de danse? Le refuser ne sert à rien, le maître doit montrer sa science. Le ménestrel. De danser ainsi je n'uscure, certes d'y passer la nuit je m'en mêle, car il n'est peine plus dure que la mort j'ai mis sous le banc ma vielle. Je ne cornerai plus la sauterelle. À une autre danse la mort me retient, il me faut lui obéir. À elle? Il danse, celui dont le cœur n'y tient. Le trépassé. Au dernier feuillet, la présence du roi mort indique la position finale de cette danse macabre qui se termine par l'attitude du gisant, en une vision à la fois hyper réaliste du cadavre dévoré par les vers et fantastique du personnage d'outre-tombe s'adressant aux vivants. Deux vers retient plus particulièrement l'attention, qui souligne le caractère éphémère de la danse. C'est tout du vent, chose transitoire, chacun le voit par cette danse. Alors que la plupart des arts s'inscrivent dans l'éternité et reposent sur l'idée que l'œuvre survit à l'artiste, la danse au contraire est éphémère, le mouvement fini, elle n'existe plus. Elle n'est que passage, terme qui désignait à l'époque aussi bien un enchaînement de pas que le fait de passer ou de trépasser. Outre l'analogie entre vie et danse, cette analyse aboutira au début du siècle suivant à une recherche visant à fixer la chorégraphie par des procédés graphiques qui puissent laisser une empreinte et éviter à la danse de se dissoudre dans le temps. Ce n'est pas un hasard si une telle réflexion est placée dans la bouche d'un acteur, artiste dont le jeu est lui-même voué à caducité. Ungroy mort. Vous qui en ceste pourtraiture vise danser estase d'hiver, pensez qu'est humaine nature, ce n'est fort que viande à verre. Je le monstre, qui gît en verre, si aïeux estéroï couronné. Tel cérès vous, bon et pervers. Tous estas sont au vers donné. L'acteur. Rien n'est donné qui bien y pense. Ceste ouvent, chose transitoire. Chacun le voit par ceste danse. Pour ce vous qui vise l'histoire, retenez-la bien en mémoire. Car homme et femme est la moneste, d'avoir de paradis la gloire. Erreur est qui est ciel fait test. Mais aucuns sont à qui n'en chaud comme s'ils ne fussent paradis ne enfer, hélas si auront chaud. Les livres que firent Yadis, les saints le monstre en body. Acquittez-vous qui s'y passez effectez des biens, plus n'en bien fait vos moult et trépassés. Translation en français contemporain. Un roi mort. Vous qui sur cette peinture voyez danser des états divers, pensez à ce qu'est l'humaine nature, ce n'est rien sauf une viande à verre. Je la montre, moi qui gis à l'envers, cependant j'ai été un roi couronné, tel vous serez bon ou pervers. Tous les états au vert sont donnés. L'acteur. Rien n'est soumis à qui bien y pense, c'est tout du vent chose transitoire. Chacun le voit par cette danse. Pour cela, vous qui voyez l'histoire, retenez-la bien en mémoire, car homme et femme elle admoneste, d'avoir du paradis la gloire. Commet une erreur celui qui aux cieux tient tête. Mais d'aucuns sont à qui peu leur chaud, comme s'il n'existait de paradis ni d'enfer, hélas ils auront chaud. Les livres que firent jadis, les saints le montrent en body. Acquittez-vous, vous qui ici passez, et faites du bien, pas plus je ne vous en dis. Un bienfait vaut cher chez les trépassés.
Ici finit la danse macabre imprimée par un nommé Guyot Marchand de Mauzan au Grand Hôtel du Collège de Navarre en Champ-Gaillard, à Paris, le 28e jour de septembre 1485. Le livre de Marchand se vendit si bien qu'une fois l'édition Princeps épuisée, il en publia une seconde en 1486, puis une troisième en 1490. Certains imprimeurs à Genève, Lyon, Rouen et Troyes en donnèrent des versions anglaises, allemandes, latines et même catalanes. Guyot Marchand alla jusqu'à concevoir une danse macabre entièrement féminine dont le succès fut considérable. Puis le goût changeant, le public se détourna de ce type d'œuvre, vite remplacé par des livres plus théoriques et plus abstraits. Les Imagines Mortis où la mort n'invite plus le vivant à danser mais le surprend dans l'une de ses activités familières, et les Artes Moriendi dans lesquelles la danse macabre est complètement occultée au profit d'une méditation sur la brièveté de la vie et d'une préparation psychologique et morale à la mort. On aurait pu croire la danse macabre frappée d'une obsolescence définitive. En fait, elle ressurgit comme genre chorégraphique à part entière dès le début du XXe siècle. Déconnectée de toute considération théologique, elle traduit le sentiment du tragique, voire de l'absurde qui sous-tend l'art, la philosophie et la littérature de notre époque. Sans prétendre à l'exhaustivité, on peut prendre 3 exemples. La table verte de Kurt Jooss, 1935, est une caricature de la Société des Nations incapable d'enrayer les tensions qui déchirent l'Europe. Grâce à une structure cyclique où prologue et épilogue se déroulent autour d'une table recouverte d'un tapis vert, emblème des négociations stériles, le chorégraphe met en scène l'allégorie de la mort, à la fois squelette et incarnation du dieu Mars. Elle attire à soi tous les êtres qu'elle rencontre, civils et militaires, en une suite de tableaux saisissants où alternent les scènes de front, les exécutions, les exodes. Personne n'en réchappe, sauf le trafiquant d'armes, pourvoyeur patenté du charnier, à la solde des dirigeants politiques qui continuent de palabrer avec cynisme autour de la table verte. Il n'est plus question dans cette danse macabre d'apprendre aux vivants à faire le dernier pas, mais de dénoncer ceux qui font peu de cas de la vie humaine et placent des choses-trappes sous les pieds des autres pour qu'ils trébuchent et en meurent. Dans un registre plus lyrique, Le jeune homme et la mort, 1946, est une danse macabre où Roland Petit conduit une réflexion sur le suicide. Là de sa condition, un artiste songe à mourir quand sa bien-aimée égoïste et méprisante lui montre la corde avec laquelle se pendre. Pas de squelette dans ce ballet, mais un personnage féminin qui conjugue Eros et Thanatos. Pas de linceul, mais une robe jaune, couleur de duperie et de sarcasme. Pas de faux, mais de longs gants noirs qui se resserrent comme un étau. À la fin, un masque mortuaire qui ne cache pas mais qui révèle. La mort n'a rien de morbide, et c'est en cela qu'elle est dangereuse car on la reconnaît trop tard. Plus récemment composée, une des séquences du Presbytère 1999 de Maurice Béjart fonctionne comme une danse macabre et se lit comme une réflexion pathétique sur le sida. Sur un extrait de la musique funèbre maçonnique de Mozart, un danseur vêtu de noir évolue dans un décor constitué de radiographies géantes du corps humain. Les os et les organes ainsi exhibés rappellent l'iconographie médiévale tout en soulignant l'impuissance de la science à enrayer le fléau. À la dernière scène, les danseurs jouent avec des sphères armillaires qui matérialisent le virus VIH avant de s'effondrer, foudroyés, comme en écho au vers de Guyot Marchand. Il n'est personne qui mort puisse fuir. Chapitre 2. Les origines de la danse. De tout temps on a dansé, et pourtant ce n'est qu'au XVIe siècle que se formule la question des origines de la danse. À quoi bon vouloir inscrire la pratique chorégraphique dans l'histoire ? Quelle nécessité y avait-il à élaborer une chronologie ? Le problème hantait peut-être les esprits depuis longtemps. Encore fallait-il que quelque plume avisée le couchât par écrit pour qu'il prît de l'importance et suscitât des réponses plurielles, et conséquemment des controverses vouées à être aporétiques. Cette démarche est avant tout révélatrice des mutations sociales et esthétiques de la Renaissance. Le Quattrocento italien voit l'épanouissement d'une nouvelle forme de spectacle où se conjuguent déclamation, chant, musique et danse. Dans les cours de Venise, Florence, Milan ou Ferrare, on passe insensiblement du ballo, le bal, au balletto, le ballet. Ce diminutif, trop modeste pour définir la réalité qu'il nomme, fait passer la danse du statut de divertissement social à celui d'art figuratif et symbolique, et le danseur du rôle d'amateur éclairé à celui d'interprète.
Le retour des guerres d'Italie et le mariage en 1533 de Catherine de Médicis avec le futur Henri II contribuent à répandre cette nouveauté en France. La danse italienne est formaliste. Codifiée par des maîtres à danser, elle répond à des règles précises tant dans la chorégraphie que dans la scénographie. Les plus célèbres d'entre eux ont laissé un héritage qui est parvenu jusqu'à nous. Domenico da Piacenza a classé les pas et analysé les rythmes. Giovanni Ambrogio établit l'un des premiers répertoires de basse danse. À Fabrizio Carosso revient l'invention de pas très techniques encore usitées dans la danse classique telles le jeté, la pirouette et la cabriole qu'il désigne par l'expression capriola intrecciata, d'où est dérivé l'actuel entrechat. Cesare Negri, le premier, conseille la demi-pointe et prône l'en-dehors, pied en première dans la terminologie contemporaine, position qui détermine le placement du corps autant que la démarche du danseur. De cette danse savante naît le ballet. Conçu d'abord comme une mascarade, parce que les participants y sont masqués, il consiste en un défilé de chars d'où émergent des danseurs qui évoluent en plein air pour présenter des séquences allégoriques ou mythologiques destinées à célébrer un événement ou à honorer quelques dignitaires. En salle, le ballet n'est pas autonome. Il constitue souvent un intermède inséré dans une œuvre lyrique ou théâtrale. L'exemple le plus fameux est le ballet donné pour les noces de Giovanni Galeas Sforza et Isabelle d'Aragon, en janvier 1489 à Milan. Intitulé Il Paradiso, avec une scénographie de Léonard de Vinci, il avait pour livret un texte dû au poète Bernardo Bellincioni. Catherine de Médicis s'en souviendra quand elle fera donner le Paradis d'amour le 20 août 1572, en l'honneur du mariage de sa fille Marguerite de Valois avec Henri de Navarre. En attendant, elle fait venir au Louvre le violoniste italien Balthazar de Beaujoyeux, auquel elle confie l'organisation des fêtes à la cour de France et la conception de ballets porteurs des valeurs politiques dont elle a besoin pour assurer son autorité. Avec le règne des valets, le ballet devient un support médiatique de la propagande. Si la Renaissance française, dans le domaine de la pensée comme dans celui des arts, passe par la Renaissance italienne, les danseurs français ne sont pas d'humeur à imiter servilement le modèle italien. La danse ne saurait être à leurs yeux un simple produit d'importation. Aussi vont-ils rechercher dans les textes antiques des théories orchestiques antérieures aux découvertes italiennes. Contrairement à d'autres arts comme l'architecture, la sculpture ou la mosaïque, la danse grecque et romaine n'a guère laissé de traces, si ce n'est dans des écrits qui en étudient la portée philosophique et sociale. Exégèse, mythes et légendes en tout genre, citations et anecdotes vont bientôt constituer un référentiel précieux pour tous les humanistes avides de remonter aux sources d'un art si éphémère et si impalpable. Il convoque en premier lieu Platon et Lucien de Samosate. Le néoplatonisme, divulgué par le commentaire du Timée qu'a publié Marcille Ficin en 1477, confère à la danse des origines divines. Platon enseigne que le cosmos est organisé par le Créateur en 7 ciels, où évoluent autant de planètes moesses par un double mouvement sur elles-mêmes et autour de la Terre. Cet ordonnancement par rotation double est comparable au cœur dansé de la tragédie grecque. Autant dire que la danse est en correspondance avec l'ordre de l'univers, et que danser, c'est se fondre dans l'harmonie du monde. Cette théorie a également son pendant musical. Quand les planètes se déplacent, elles produisent un son dont la hauteur est proportionnelle à leur vitesse. Par suite, les 7 planètes correspondent aux 7 notes de la gamme diatonique. La danse, qui règle son pas sur la musique, figure alors la gyration des planètes. Le synchronisme entre le mouvement et le rythme musical tend vers un idéal non seulement esthétique mais aussi moral, puisque pour Platon, comme l'on sait, le beau conduit au bien. Dans les lois, le philosophe affirme qu'ordre et rythme, qui sont les caractères des dieux, sont aussi ceux de la danse. Sa pratique régulière permet donc de former des citoyens complets, dotés de toutes les qualités nécessaires à la conduite de la cité. Un autre écrivain grec, Lucien de Samosate, a consacré un traité à la danse, plus connu sous son titre latin de Saltation. Il fut traduit en français dès 1582 par Philibert Bretin, avant que Perrault d'Ablancourt n'en donne en 1654 une version adaptée au lectorat du grand siècle. Lucien considère la danse comme une approche initiatique de l'univers dont elle imite nécessairement le mouvement, celui de la voûte céleste et des constellations, et le cycle, celui des saisons et de l'alternance jour-nuit. Véhiculée par le Moyen Âge,
Ces théories antiques tombent plus ou moins en désuétude au XVIe siècle à la suite des découvertes effectuées par les astronomes Nicolas de Cuse, Copernic et Tycho Brahe. En revanche, elles sont réhabilitées par les poètes, heureux de trouver en elles un mythe fondateur à l'art de Terpsichore. Selon le principe de l'analogie, la Renaissance considère l'homme comme un microcosme qui fonctionne à l'image du macrocosme, c'est-à-dire de l'univers. Cette ressemblance devient une manière de poser l'éminente dignité humaine au cœur du monde, en même temps qu'elle fournit un axe d'analyse du réel. Ce principe consacre la danse comme une démiurgie par laquelle l'homme peut transcender sa condition, avant qu'elle ne soit ravalée au niveau d'une simple activité physique. La choréide. Originaire du Vivarais, Béranger de la Tour d'Albénas est un poète aujourd'hui un peu oublié. Après avoir écrit des textes lyriques sur le mode pétrarchiste, il publie en 1556 la Choréide, autrement louange du bal aux dames. Rédigé en 336 octosyllabes à rimes suivies, ce poème relate avec emphase les épisodes mythiques qui jalonnent l'histoire de la danse depuis ses origines. Cette œuvre de circonstance, dont le genre oscille entre l'épopée et l'éloge, pose de façon allusive les questions qui alimentent le débat sur la danse dans la seconde moitié du XVIe siècle. La danse est-elle d'origine divine ou humaine? Est-elle commune aux animaux et aux hommes? Est-elle un art comme les autres? Les Sieyus ont testé les premiers, et seront aussi les derniers qui ont dansé et danseront. Et quand plus ce train ne feront, quand plus ne verront les adresses, des 7 planètes danseresses. Leur accorde, leur tour, leur cadence, et de tout point l'airont la danse, tout mourra, car fini Icelle sera la fin universelle. Ils dansent la volte de Grace, et le corps infime à leur trace, reçut la danse, il l'a reçue, l'orque mise en essence fut. Le feu, élément plus subtil et le plus léger, ne fait-il danser ces flammes? Qui ne peuvent faire que toujours ne se meuvent? Les vents dansent et font danser, et les eaux envoient s'avancer d'un long branle, et au rang des ondes se conforment les forêts blondes, les feuilles voltant par l'air ne vous semblent-elles pas balaires? Et pourra aux animaux descendre qui les pourroient au milieu fendre? Il verroit un bal ordinaire, au polmon, au cœur, en l'artère, lequel on ne peut détourner sans cette vie abandonnée. Le bal est le propre de l'âme, mais pourquoi donc on le blâme? Mais pourquoi dit-on tant de Maos, d'un bien commun à os animaos, qu'on voit avec la vie naître, et sans quoi elle ne peut être? Si donc tant de bien nous départ. Le mouvement cru, et sans art, combien plus nous en recevons de celui que par Hegel avons. Combien plus nous convient éduite, celui qui par art est conduit comme est la danse tant louée, et d'infinis titres doués, qu'ayant vu à plein les Phéciens, les siècles les plus anciens Ontario une muse imaginée par qui est conduite et menée. Aussi fut si bonne et si belle, qu'Othems de l'antique Cybèle, dont la race à si longue traite, eut cours en Phrygie et en Crète. À quoi les peuples exercés, estant les débats commencés entre les dieux, s'entrebatoient, des glaives dont armés estoient, et des boucliers retentissants, si que par ces bouffons dansants par Jupiter fut évité le courroux du père irrité. Tant eut après de cours la danse. Que tous les hommes d'apparence, jusqu'à Ousroi de Sépéla le grec poète vient hausser, Mérion par son beau danser, car par cela il évitoit les traits qu'en guerre on lui guettoie, du fils d'Achille on dit autant, mais Lacédémone ajoutant à ce bal, les vers poétiques, aussi les instruments antiques, conduisoient par même accord, la voix, le pied et tout le corps. Et à ce train accoutumé, alloit contre la troupe armée des adversaires où la gloire couronnoit toujours la victoire. Et cestois cariatisé, c'est ainsi qu'on vint baptiser la forme car source elle print, Ancari et Castor la print, house laconique, qui depuis plusieurs moyens ont introduit pour hausser l'honneur de la danse, l'ordre divers, la contenance, le doux son, la prince et la course. De aussi la coutume eut source, de ranger leurs troupes jumelles, les mâles avec les femelles. Lycurgue fit ainsi son norme, Dédale donna même forme au bal d'Ariadné. Et Ulysse, de choses qu'en Phéaquilvis, n'eut plaisir tel que de la danse, tant par sa mesure et cadence que l'agréable mouvement des pieds conduit hâtivement. Aus royaume Thessalonique, les gouverneurs des républiques, pour grand honneur on appela, danseurs ou sailleurs, et cela des vieilles statues épris, où tels mots sont trouvés escrits. Je sais bien qu'aus antique feste, cérémonie n'est-toi faite sans la danse, et par le danser, on venoit d'aller commencer. N'estimez-vous point la coutume introduite jadis par Nume au nom de Mars quant à la danse, devant qui par longue observance les prestres dansoient? Au bal donc, plus sain que chose ne fut onc, dont jadis Socrate se print à le louer voir la print en ces derniers ans car sans toy s'estimoit estre rien. Par quoi entre les arts il tesse le voit,
et si beau tu n'es toi encore, ne si parfait que tu es or. Combien plus donc il t'aimera, à présent et t'estimera? Non seulement voudra t'apprendre, mais qui plus est la peine prendre d'en tenir escole publique. Et voulant les gestes comiques, approcher de toy, heureuse balle, on verra par cours inégal toy durer et l'autre s'abattre, ainsi que leur amphithéâtre dont l'aise donnée s'extermine avec la caduque ruine. Le bal donc est quelque chose en qui plus de grâce est enclose qu'en l'autre. Aussi n'a pas esté d'aucun sens humain inventé ce grand roi et prophète hébrieux, sait-on qu'il aille en aucun lieu fait du comique ou du farceur? Et toutefois, il fut danseur. Les rangs de l'église et des anges, chantant les divines louanges, sont nommés chœurs car on voit dans ceux la corde imitée de la danse. Albenas, Béranger de la Tour des Coréides autrement louange du bal House Dame, 1556. Danser comme les astres. Danseur italien et théoricien de la danse, Arcangelo Tuccaro a exercé son art dans les cours européennes avant de s'établir en France à la demande de Catherine de Médicis. Dans son traité 3 dialogues de l'art de sauter et voltiger en l'air avec les figures qui servent à la parfaite démonstration et intelligence du dit art, paru en 1599, il consacre un chapitre à la danse. Fortement inspiré de Lucien, son propos tend à remonter aux origines des danses pour démontrer qu'elles se confondent avec la jeunesse du monde. Derrière cette danse stellaire, se profile une interrogation sur le rapport entre création et imitation en art. La diversité des mouvements faits à l'opposite l'un de l'autre par ceux qui dansent, n'est qu'une générale imitation du divers mouvement des Cieus, et le retour qu'on fait en arrière au bal et à la danse n'est autre chose que vouloir imiter honnestement la rétrogradation des planètes. Il y a plus que les passages qui sont représentés tenant un de leurs pieds arté et remuant l'autre. C'est comme une similitude des étoiles errantes quand elles sont, suivant les astrologues, en leur degré. Et les voltes dont on use en ballant, ne sont autre chose que les espis qu'on tient estres cieus, les conjonctions alternatives qu'on fait après une séparation proportionnée du bal et de la danse. Et puis ces belles et diverses retraites, droïques et obliques, qu'on exerce avec tant de grâce, sont les mêmes conjonctions et oppositions triangulaires et quadrangulaires, voire sexangulaires qui interviennent quasi tous les jours entre les planètes en leur sphère céleste. Tuccaro Arcangelo, 3 dialogues de l'exercice de sauter et voltiger en l'air, 1599. Apologie de la jeunesse. Plaidoyer pour la danse, réquisitoire contre les interdits dont elle est frappée, telle est la double finalité de ce texte qu'un auteur anonyme a eu la prudence de faire publier à Anvers. Au-delà d'une prise de position résolument partisane, il tente de démontrer que la danse est un acte spontané, voire même instinctif, au point qu'il est aberrant de la condamner. Mais le propose fondé sur l'analogie avec les animaux, pose en fait la question de fond, la danse est-elle innée ou acquise? Appartient-elle à la nature ou à la culture? Danser n'est que mouvoir, branler ou agiter le corps par gaieté, ou réjouissance d'esprit, procédante de quelque occasion récréative, soit pudique ou impudique, vicieuse ou non, et que à ce mouvement et exercice du corps, non seulement les hommes sont naturellement provoqués et induits, mais aussi toutes sortes d'animaos. Car aus animaos qui n'ont l'usage de raison, nous pouvons juger et discerner tels sautements et mouvements de corps naturellement procédés selon les affections intérieures qui les aiguillonnent à se faire, soit ils lascivent ou non. Ce qui se peut juger par exemple au coulon ou pigeon, lequel se trouvant devant sa femelle danse et tournoie devant elle par chaste affection. Et qui voudra bien juger du naturel du chien, on discernera en lui son mouvement corporel, ou danseur, procédère de lascive ou pudique affection. Car s'il se trouve devant la chienne en chaleur, il saute, il tourne, il vire et fait tout geste d'allégresse et gaieté pour lui complaire, quoi je juge son sauté ou danseur lascif en ce respect. Ce même animal fait les mêmes gestes quand il retrouve son maître, qui la voit perdue, monstrant en ce procédé d'affection ou investigation non lascive. Anonyme, Apologie de la jeunesse sur le fait et honest recreation des danses. Contre les calomnies de Céus qui les blasme, 1572. Stance de l'androgyne. Que l'on se réfère au mythe grec ou aux gnoses chrétiennes, l'androgynie est toujours présentée comme l'état initial qui doit être reconquis. Que ce soit Jupiter ou Dieu qui séparent et définissent les deux sexes, les hommes n'ont de cesse de rechercher cette alchimie idéale du masculin et du féminin afin d'atteindre la plénitude. Si certains poètes ont vu dans l'amour une explication à cette quête de l'autre moitié,
Amadis Jamin montre que la volte opère cette fusion parce qu'elle précipite les deux partenaires l'un vers l'autre en une même giration. Mais en croyant conférer à cette danse une dimension mythique, il prête le flanc à la critique. La volte, première danse de couple enlacé, fut à maintes reprises condamnée pour son indécence. Vient Erato ta langue déliée, et dit le bal dont elle est origine. Dis-nous comment Citré inventa. La volte où l'homme et la femme embrassés tournent à bon, dit qui premier sauta pressant sa dame en ce point enlacé. Au siècle vieux un androgyne estoit. Ensemble mâle et ensemble femelle, dont la figure en cercle se voutoie, les unissant d'amitié immortelle. Sur 4 pieds elle pouvoit marcher. Et de 4 yeux voyoit ce qui s'oppose, de 4 mains elle pouvoit toucher, de 4 oreilles escouter toute chose. Rien ne manquoit à la perfection. De ces deux un, leur puissance estoit grande, leur esprit grand poussé d'ambition dont leur orgueil rien que grand ne demande. Hautains et fiers ils s'osèrent vanter d'aller au ciel aux dieux faire la guerre, pour en chasser par armes Jupiter, et lui ravir sa foudre et son tonnerre. De l'androgyne estoit l'orgueil pareil. Lors Jupiter en son trône se plante, et fait venir tous les dieux au conseil pour ordonner de la guerre pressante. Du ciel trembla le fondement voûté. Dessous les pas de la sainte assemblée, quand Jupiter d'un parler redouté leur découvrit sa colère troublée. Dois-je abysmer oxyre foudroyer? Perdre du tout cette androgyne race, qui téméraire ose nous guerroyer comme jadis la gentille audace? Ils disent ainsi, l'advie des immortels ne conseilla de foudroyer leur test. Qui dit soit-il, bastirois des hôtels et des maisons pour célébrer nos festes? Bientôt verrions nos honneurs se finir. Si ne faut-il souffrir telle insolence, mais asprement la rompre et la punir, affaiblissant de moitié leur puissance. Lors Jupiter sagement advisa. Afin qu'aux dieux ils fussent plus utiles, croissant le nombre en deux les divisa et les rendit de force plus débiles. Délibrant à leur second orgueil. Partir encore cette moitié coupée, afin qu'après marchant sur un ortueil, à cloche-pied leurs jambes fussent portées. Comme l'on fend des œufs de poisson. Avec un fil pour confire en saumure, il le fendit en la même façon par le nombril, marque de telle injure. Ainsi coupé moitié de sa moitié. Qu'eussent-ils fait Centoï bonne Citer Centoï Cypris, du monde l'amitié, à qui le ciel et la terre obtempèrent? Il périssoie Vénus sans ta merci. Sans ta vertu qui seule assoy resemble. Mais au besoin ton généreux souci, vînt rallier 1000 moitiés ensemble. Là Cupidon ton fils t'accompagnoit. Qui aux moitiés de se joindre commande, de toutes parts en un les rejoignoit, ayant autour de ses frères la bande. Force jeunesse, avec le jeu mignard. Lui aiguisoie ses flèches acérées, et bien souvent il détrempoille son dard au doux venin qui charme les pensées. A donc Vénus gaie d'un tel enfant. De plus en plus se méloie escourage, et dans son char pompeux et triomphant guidoie le frein de ses pigeons volages. L'or de bouquet enfleura ses cheveux. Et ordonna la volte de Provence qui est encore du lien bienheureux, de l'androgyne une douce semblance. Mars flanc à flanc première elle embrassa. Lui tout ravi d'amour qu'elle lui porte, sans se lasser tout un soir la dansa, tournant, voltant d'une divine sorte. Ainsi s'y prit sa fin d'éterniser. Son grand bienfect, éternité des hommes, voulut la volte en ce point composé. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.